Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Politalks, le podcast politique, jeune et indépendant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric de Natal. Ensemble, nous allons essayer de comprendre où en est le royalisme en France, quelle est la mémoire qu'il porte, sur quelle base s'appuie le discours en faveur du retour de la monarchie. Bonjour Monsieur de Natal, comment voulez-vous vous présenter pour ce podcast ? Eh bien, je suis Frédéric de Natal, je suis journaliste spécialisé en monarchie, et puis j'ai une double casquette qui est un peu moins connue. Je travaille sur la géopolitique et la spécialité en Afrique, un continent que je connais très bien pour y avoir vécu de très nombreuses années. Mais je suis plutôt connu sur la partie monarchique, puisque c'est là où on m'interrogerait régulièrement, que ce soit pour la télévision, la radio ou même certains magazines auxquels je collabore, en plus d'être le rédacteur en chef de la revue Dynastie, qui était la revue initiale de Stéphane Bern. Dans quel héritage se placent les différentes tendances monarchistes françaises actuelles ? La monarchie, déjà, c'est un vaste concept. Alors, on ne va pas passer 3 heures à le détailler parce que ce serait beaucoup trop long. Il faut plutôt comprendre ce qu'est l'histoire monarchique et pourquoi aujourd'hui on pense encore à restaurer le roi. Parce que l'histoire monarchique, elle ne s'est pas arrêtée avec la fin de la monarchie en 1848 avec Louis-Philippe, avec la fin du Second Empire en 1870. Bien au contraire, ce que les livres d'histoire officiels, en tout cas, n'enseignent pas, elle a continué. Et elle a continué de diverses manières. Alors, elle a continué sur le plan dynastique et elle a continué sur le plan politique. Alors, on va faire un petit récap vite fait quand même, parce que pour recontextualiser un peu tout cela, 1870, donc on a la Troisième République qui est proclamée de manière assez controversée. Et puis pendant 3 ans, les parlementaires, une majorité d'ailleurs qui est monarchiste, qui est subdivisée entre 3 tendances, bonapartiste, légitimiste et orléaniste, vont se poser la question du retour de la monarchie. Alors tout est fait pour que la monarchie revienne du moins à la tête de l'État. Le prétendant à l'époque est le comte de Chambord, Henri d'Artois, qui est le petit-fils de Charles X, lui-même renversé par une révolution en 1830. Et ce brave monsieur, d'un certain âge, finalement va renoncer à se faire mettre une couronne sur la tête. Pourquoi ? Pour une histoire de drapeau. Il considère qu'être roi d'une France avec un drapeau tricolore, c'est être le roi d'une révolution, ce qu'il ne veut strictement pas. Il a quand même vécu lui-même une révolution alors qu'il avait à peine 5 ans en 1830. Et puis Charles X, son grand-père, a été lui-même la victime de la révolution française, au même titre que son frère Louis XVI, que l'on sait décapité par la Révolution française en 1793. Donc on échoue complètement à restaurer cette monarchie et on va créer quelque chose d'assez inédit, c'est le septennat. Pourquoi ? On part du principe que le comte de Chambord n'a plus que 7 ans à vivre, que les Français vont bien pouvoir tenir 7 ans, et puis qu'on mettra un autre candidat à sa place, qui est plus apte à accepter le drapeau tricolore, qui est le comte de Paris, Philippe d'Orléans, le petit-fils de Louis-Philippe, dernier roi des Français. Et la vie politique parlementaire, elle est ce qu'elle est. Le gouvernement, finalement, de majorité conservatrice, tombe. Le président de l'époque s'appelait Patrice Aimé de Mac-Mahon, maréchal de son état, duc de Magenta, cède sa place à un homme beaucoup plus républicain. Alors autant dire que la Troisième République a été faite par un roi. Mais pour autant, l'activité monarchique ne va pas du tout s'arrêter. Alors les prétendants seront exilés en 1886 parce qu'ils gênent un petit peu les activités de la République, on a quand même un petit peu peur, et les mouvements monarchistes vont se concentrer surtout autour d'un seul nom, qui est celui de l'Action française, qui va faire les beaux jours de la Troisième République jusqu'à sa chute en 1940, notamment avec un certain Charles Maurras, un mouvement qui est quand même bien connu des manuels d'histoire, une ligue d'extrême droite, antisémite, monarchique, nationaliste, anti-parlementaire, qui a failli prendre le pouvoir en 1934 lors des émeutes du 6 février dans une république archi corrompue et qui ne tiendra pas bien longtemps, très rapidement, du moins en tout cas quand la Seconde Guerre mondiale éclate, puisque le maréchal Pétain prend les pouvoirs en 1940. La suite, elle est bien connue. Et pour autant encore, l'histoire monarchique ne s'arrête pas du tout là, puisque les premiers réseaux de résistance, on le sait très peu, sont des réseaux monarchiques. En l'occurrence, je vais vous en citer un seul. Le premier qui a été fondé en Alsace, c'est le réseau d'Ingler, qui était exclusivement composé de monarchistes. Alors il y a ceux qui vont résister contre l'occupant, et puis ceux qui vont
collaborer, mais qui ne vont pas collaborer par affinité avec le nazisme, mais plutôt collaborer parce qu'ils estiment que le maréchal Pétain va relever la France et va réussir à être indépendant de l'autorité allemande. Alors on est dans ce qu'on appelle les Vichy-sous-résistance, un concept qu'on a beaucoup d'ailleurs ignoré pendant très longtemps. En tout cas qu'on n'a pas voulu voir. Alors certains bien sûr iront collaborer avec les Allemands, ils estimant que c'est le pouvoir. Enfin en tout cas tout ça c'est l'activité monarchique et là-dessus il y a un prétendant à l'époque qui s'appelle Henri d'Orléans, qui est donc le descendant de Louis-Philippe d'Orléans et qui va tenter d'incarner un esprit de résistance en dehors de celle que De Gaulle incarne déjà, ou en tout cas essaye d'incarner, puisque je rappelle à vos auditeurs que à l'époque, le général De Gaulle n'était pas du tout préféré de Winston Churchill, ni même de Roosevelt, Churchill l'appelant la Jeanne d'Arc, d'ailleurs, donc c'est tout dire, lui préférait nettement un autre homme qui était plus prompt à obéir à leur volonté, qui était le général Giraud. Alors pour revenir sur le comte de Paris, il va orchestrer en 1942 un attentat contre l'amiral Darlan, qui est le dauphin de Pétain, et qu'il va être assassiné par un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Bonnier de la Chapelle, qui est aussi un monarchiste. Le but était quoi ? Était, eh bien, ma foi, pour le comte de Paris, de se présenter au palais du gouvernorat en Algérie et de se proclamer à la tête d'un gouvernement en exil qui aurait incarné la France libre. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme le comte de Paris l'avait souhaité. Le général Giraud ne va pas du tout accepter que le comte de Paris lui passe au-dessus et donc va le renvoyer dans son cher Maroc en exil, en tout cas jusqu'à que la guerre se termine. Alors, la loi d'exil qui frappait les princes de France sera abolie au début des années 1950, d'ailleurs grâce à un communiste qui va faire voter cette loi. Et le comte de Paris, lui, va rallier le général de Gaulle. Alors je vais passer dans le temps la 4e République, puis le début de la 5e République en 1958. On appelle le général de Gaulle, et pourtant ce n'était pas, Dieu sait, le premier qui aurait dû être appelé, puisque à l'époque les officiers militaires avaient choisi le prince Louis-Napoléon, un résistant de la première heure qui s'était battu contre la division Das Reich, qui avait failli donner sa vie d'ailleurs en 1944 lors d'un combat assez célèbre. Lui n'avait pas préféré donner suite parce qu'il estimait que les Français auraient dû le rappeler par référendum. Donc par défaut, l'armée française s'est ralliée, du moins a appelé le général de Gaulle, qui représentait une figure assez consensuelle et plutôt neutre dans le paysage politique tumultueux de cette époque. Le comte de Paris, lui, va rallier le général de Gaulle et va se poser une nouvelle fois le débat du retour de la monarchie. Alors le comte de Paris, il a rompu avec l'Action française dont il ne voulait plus entendre parler. Maurras a été arrêté, il a été gracié par De Gaulle et il est mort en 1952. L'Action française va devoir se réinventer pour se réapproprier également le paysage politique, mais celui qui incarne véritablement le monarchisme à l'époque, c'est le comte de Paris. Alors entre 1960 et 1965, la presse et les milieux politiques vont beaucoup supputer sur la possibilité du retour de la monarchie française après De Gaulle. D'ailleurs, on a beaucoup dit que De Gaulle souhaitait préparer le comte de Paris à cette tâche, à un tel point que même l'Express, par exemple, fait sa couverture sur le comte de Paris, dauphin du général de Gaulle. On était véritablement très loin dans la perspective de retour de la monarchie, un épisode qui est méconnu et qui est l'objet de beaucoup de discussions et qui fait très peu de consensus, notamment au niveau des gaullistes qui n'aiment pas trop qu'on leur rappelle que le général de Gaulle était peut-être pas aussi républicain, en tout cas qu'il en était le représentant de cette 5e République. Alors n'oublions pas non plus une chose, c'est que la 5e République, elle a été aussi fondée pour un roi. La Constitution est taillée pour un monarque. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on entend parler de république monarchique. C'est-à-dire qu'on est véritablement prêt, demain, si les Français le souhaitaient, à restaurer la monarchie. Alors, pourquoi on n'entend pas eu finalement ce comte de Paris à la tête de l'État ? Simplement parce que De Gaulle a décidé de se représenter en 1965. À l'époque, les Français votent pour la première fois au suffrage universel. Il va être élu. Le comte de Paris retourne dans son château et on n'entendra plus parler véritablement de lui jusqu'au début des années 80, où le comte de Paris va appeler
les Français à voter pour François Mitterrand, d'où le surnom de Prince Rouge qu'il va avoir par une partie de l'électorat monarchiste qui apprécie quand même pas trop cette gauchisation de leurs prétendants. Le comte de Paris, Henri d'Orléans, Henri VI pour ses partisans, reste une figure majeure du monarchisme qui est aujourd'hui incarnée par son petit-fils, le comte de Paris Jean d'Orléans, ou Jean IV pour ses partisans s'il était roi de France, sachant qu'en face de lui, il a quand même deux autres candidats au trône de France, le prince Louis de Bourbon, qui est l'aîné de la maison de Bourbon, qui est lui soutenu par la partie légitimiste, et également le prince Jean-Christophe Napoléon, qui descend à la fois de Jérôme Bonaparte, le frère de Napoléon Ier, et de Louis XIV, et qui est donc le candidat impérial au trône de France. Quels sont les points communs et les différences entre ces tendances monarchistes ? Alors, à l'heure actuelle, chez les monarchistes, on a coutume de vous dire on n'est ni de droite ni de gauche, on est royaliste. On est un peu à part. Les royalistes sont des gens à part. Et pourtant, idéologiquement, il y a des différences. Alors, il faut partir du principe que vous avez deux tendances, la tendance légitimiste, la tendance orléaniste, pour bien différencier les choses. La légitimité, qui soutient donc les prétentions de Louis de Bourbon, actuel cousin d'ailleurs du roi Felipe VI d'Espagne, et accessoirement arrière-petit-fils du général Franco, en ligne directe, lui représente une frange qui est quand même plus conservatrice, plus ultra-catholique, que l'on pourrait vraiment assez classer dans une droite assez extrême dans la manière de penser. La tendance orléaniste, qui elle soutient les prétentions du comte de Paris, est aussi un peu dans cette tranche conservatrice, mais avec un côté plutôt libéral. Alors autant du premier côté, on part du principe que la Révolution française a été l'horreur absolue et que la France a cessé d'exister à partir de 1789, autant dans la seconde partie, chez les orléanistes, on a pris fait et cause des changements historiques que la France a subi et on se les est appropriés. En d'autres termes, on ne renie pas le passé, on les assume avec quelques nuances toutefois. Et puis après, vous avez la tendance bonapartiste qui, elle, est divisée entre républicains et monarchiste et qui forcément part du principe que l'Empire a été l'élément le plus stabilisateur, a été ce qui a permis à la France de redémarrer après la Révolution française et certainement peut-être même le meilleur régime, transition entre l'ancien régime et les idées de la Révolution qui a accouché d'un Napoléon Ier qui reste toujours à l'heure d'aujourd'hui le troisième personnage préféré des Français. Il ne faut pas l'oublier, dont on a fêté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en 2021, le bicentenaire de la mort en grande pompe avec Emmanuel Macron à sa tête. Pour ce qui est des prétendants, pour les différencier un petit peu, alors c'est vrai que quand on regarde comme ça, Louis de Bourbon ou Jean d'Orléans ont des similitudes. Alors ils sont tous les deux catholiques. Très défenseur de la famille, il rejette le mariage pour tous, il rejette la PMA, la GPA, et tous deux souhaitent une monarchie constitutionnelle. Alors avec peut-être une différence, autant Louis de Bourbon part du principe que le roi devrait avoir un rôle très culturel, très représentatif, autant Jean d'Orléans, lui, est favorable à ce qu'on retrouve les fondements de la Ve République avec un chef d'État qui représente la France, mais qui reste cet arbitre naturel dont notre État aujourd'hui manque singulièrement de représentation, en tout cas de leadership. Et puis, chez Jean d'Orléans, vous avez quand même un certain niveau de programme politique qui a émergé. Il a fait un bouquin qui est sorti en 2009, si je me souviens bien de mémoire, qui s'appelait Un prince français et qui donne toutes les grandes lignes si il devait remonter un jour sur le trône de France. Alors vous avez plusieurs sujets. Vous avez l'éducation. Il prône par exemple une réforme profonde de l'école publique, une reconnaissance comme mission d'intérêt public de l'enseignement catholique et voire même mettre en place un cadre adapté pour les écoles dites
hors contrat en matière d'environnement. C'est un partisan du développement durable. Il considère que l'écologie est une des nécessités de notre temps. Il dénonce les activités qui sont préjudiciables à la terre, comme la pollution, le gaspillage des ressources naturelles et encore plus la déforestation. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec des écologistes, qui a pris beaucoup position sur ce sujet, qui est quand même aujourd'hui un sujet central de l'avenir des futures générations. Il travaille par exemple en compagnie de Yann Arthus Bertrand, qui est quand même bien connu. Il a d'autres positions, comme celle de l'immigration, par exemple, où il dit qu'il faut mettre en place le renforcement de la politique actuelle, de la coopération avec les pays des candidats à l'immigration, et le renforcement des contrôles aux frontières, tout en se déclarant contre toute politique de discrimination positive qui favoriserait le communautarisme. Vous savez, ce communautarisme qui est quand même aujourd'hui un des mâles de notre pays et qui fait que la France aujourd'hui a un peu tendance à se déstructurer. Et en matière de religion, naturellement, que dit le prince? Il dit que le christianisme est indissociable de notre histoire de France. On ne peut pas le nier. La France est terre chrétienne depuis très longtemps, mais cela ne veut pas dire qu'il faut dénier aux autres religions le droit de s'installer dans notre pays. Donc il est plutôt sur un principe de reconnaissance égalitaire de toutes les religions qui diluerait la spécificité chrétienne et qui inviterait au relativisme. Donc c'est assez intéressant de voir. Quant à côté, sur le principe de la légitimité incarné par Louis de Bourbon, on est véritablement sur du catholicisme à tout prix, le rejet en tout cas les immigrés, il faudrait faire un tri en tout cas, et puis la souveraineté de l'État avant tout, et on est très anti-européen chez les partisans de Louis de Bourbon. Alors, vous voyez, toutes ces différences font que chacun aujourd'hui peut s'y retrouver à travers l'un ou l'autre des candidats. Le tout est de savoir lequel des deux arrivera un jour le premier à monter sur le trône de France. La monarchie a-t-elle encore une place en France en 2022 ? Comment expliquer que certains Français souhaitent son retour ? Alors oui, aujourd'hui, la France pourrait retrouver sa monarchie. Il ne faut pas oublier une chose d'abord, c'est que la monarchie, c'est elle qui a construit la France. On a quand même 1500 ans d'histoire capétienne derrière nous, quand on la République n'en a que 250. Et autant les rois de France se sont succédés à travers diverses branches, de père en fils, avec des femmes d'exception d'ailleurs, puisqu'on a eu des régentes qui ont marqué l'histoire de France, Blanche de Castille, Catherine Médicis, Anne d'Autriche, pour ne citer qu'elle. Quand la République, elle, offre quand même 5 républiques différentes, marquées quand même par des massacres. Alors je pense à la Révolution française, il ne faut pas oublier qu'on a quand même été victime d'un génocide que la République a quand même du mal à reconnaître, qui est celle de la Vendée. Des républiques ont toujours été très instables. La seconde a une très courte durée de vie, et d'ailleurs on n'en voulait pas trop. La preuve en est, c'est qu'on a vite rappelé un Napoléon à la tête d'un empire. La troisième s'est installée de manière très illégale parce qu'elle a profité de la guerre entre la Prusse et la France pour s'arroger les plein pouvoir, alors que l'Empire avait été plébiscité 4 à 6 mois auparavant par les Français. Elle a fini détruite par le régime de Vichy dans la corruption. La 4e République a une durée de vie qui a été très brève, une dizaine d'années tout au plus. Elle a sacrifié l'Empire français et on avait un président du Conseil quasiment toutes les semaines. Alors autant dire que l'instabilité était quand même très mauvaise. Et on est arrivé à la 5e, qui est peut-être le modèle qui se rapproche le plus d'un concept monarchique, parce qu'il place l'autorité du président largement au-dessus des partis. Or aujourd'hui, cette autorité, elle a été dévoyée, puisqu'on voit bien que les présidents ne pensent qu'à leur réélection et surtout à défendre les intérêts idéologiques de leur parti et non plus s'occuper du bien commun ni de la chose publique, et qui, par une curieuse coïncidence, est la Respublica. Et la Respublica, qu'est-ce que c'est ? C'est la République. Donc autant dire que la République, eh bien, c'est presque la monarchie quelque part demain. Donc oui, elle peut revenir demain si les Français le souhaitent. Alors, comment cela peut-il se traduire ? C'est vrai que les sondages aujourd'hui disent que 17% des Français, donc c'est un sondage BVA qui date de 2016, donc c'est une institution reconnue, que 17% de ces Français seraient prêts à accepter, ou en tout cas du moins de voir un roi de nouveau à la tête du pays. Pourquoi ? C'est très simple. En fait, le manque de neutralité que nous avons aujourd'hui, le manque de stabilité, fait qu'aujourd'hui une partie de la population repart en arrière pour voir quels étaient les régimes qui étaient les plus stables. Et quel était le régime le plus stable, en dehors de quelques guerres, de crises économiques, etc. C'est la monarchie. Et la monarchie, pourquoi ? Parce que le roi reste cet arbitre naturel. Il est l'incarnation de l'unité
et il ne répond à aucun parti. Alors, c'est sûr que comme ça, on peut dire que les choses sont simples. Mais les exemples qu'on a autour de nous ont démontré que la monarchie avait tout son sens. On ne va pas partir très très loin, à quelques heures d'avion d'ici, à Madrid. L'Espagne, c'est pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité espagnole, il y a eu des élections à diverses reprises depuis à peu près 10 ans. Ça a été très très compliqué. Les élections n'ont jamais pu démontrer de qui de la gauche ou de la droite avait une véritable majorité. Et à qui a-t-on fait appel à l'époque ? Eh bien au roi Felipe VI, pour qu'il puisse trancher et trouver un terrain d'entente entre les deux partis. Alors certes, des fois nous assistons à des valses entre la droite et la gauche, mais il n'en demeure pas moins que l'État espagnol est redevenu stable. Au Maroc, on a fait appel également au roi pour pouvoir trancher sur les élections. On voit quand il y a eu par exemple en Belgique des crises notamment communautaires entre les Wallons et les Flamands, qui a été appelé pour résoudre cette crise ? Ça a été le roi des Belges, à l'époque c'était Albert II. Et toujours cet esprit d'arbitre naturel revient quand on parle de la monarchie. Je crois que c'est véritablement la force d'un monarque, et c'est bien ça aujourd'hui qui manque à la France, c'est un arbitre naturel, un véritable leader qui soit capable d'unir les Français au sein d'un projet dans lequel ils se reconnaîtraient. Aujourd'hui, malheureusement, je doute fortement que la France, ou en tout cas les Français, quand on voit le taux d'abstention, se reconnaissent dans les projets des partis politiques qui ne cessent de se chicaner et qui offrent un triste spectacle de la politique française. Merci Frédéric de Natal d'avoir répondu à nos questions et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Politalks.